Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La banque privée qui finance l'innovation par la dette. Mark Wormser, directeur général de Wormser Frères. On est dans un univers bancaire qui est extrêmement concurrentiel avec des tout petits concurrents qui représentent à eux 6 95% du marché. Et donc nous, on est vraiment tout petit par rapport aux grands établissements bancaires. Et donc pour survivre, il faut qu'on trouve des niches et il faut qu'on trouve des moyens de traiter le mieux possible des sujets qui sont peu ou mal traités par les grandes banques. Et donc c'est par l'innovation qu'on va y arriver. L'évolution de cette banque privée quasi centenaire est super intéressante à découvrir. Initialement positionnée sur le métier des titres, vous allez voir comment elle a dû s'adapter et se réinventer ces 20 dernières années. Nous revenons spécifiquement sur le premier partenariat avec Lendix, désormais connu sous le nom d'October, et plus récemment sur la FinTech Manager One que Wormser a développé en partenariat avec l'entrepreneur Adrien Toiti. La raison qui m'a fait inviter Marc sur cet épisode est celle de la venture debt. Nous parlons donc de ce mode de financement non dilutif proposé aux startups proches de la profitabilité. Marc nous explique les distinctions entre bridge to equity et bridge to profitability, l'intérêt que ce mode de financement représente pour les prêteurs et les emprunteurs. Nous parlons aussi du profil de risque de cet investissement, de son rendement ainsi que de sa liquidité. Vous comprendrez aussi le rôle de garant du FEI et de la BPI. Enfin, nous détaillons les axes de développement de la stratégie de cette banque, notamment en matière d'acquisition, son approche en matière d'ESG ainsi que son offre en private equity. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour. Merci de me rejoindre pour ce café, pour discuter de Bank Wormser et de toutes les initiatives que vous avez. Mais est-ce que je peux demander, s'il te plaît, de te présenter à nos auditeurs ? Mark Wormser, j'ai 37 ans. Je suis actuellement le directeur général de la banque Wormser Frères. J'ai eu un parcours où, après une école de commerce, j'ai fait 2 ans dans un cabinet de transaction services, donc en audit dans le cadre d'acquisition. Et j'ai rejoint donc la banque il y a près de 11 ans maintenant. Et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure pour devenir directeur général et prendre la direction de la banque avec mon frère il y a un peu plus d'2 ans maintenant, mon père ayant pris un petit peu de recul. Super, et vous étiez prédestinés tous les deux à reprendre ou pas ? Ça a toujours été dans les gènes ? Alors pas du tout. La règle dans la famille, donc c'est une banque qui a été créée par mon arrière-grand-père, donc on en est à la 4e génération. Il y a toujours eu un Wormser à la tête de la banque. Mais la tradition dans la famille, c'est de ne jamais demander à qui que ce soit de venir à la banque. Il faut que ce soit une démarche qui vienne de la personne qui veut rentrer. Et donc, non, ni mon frère ni moi, on avait vocation à y aller et on avait fait des plans de carrière pour ça. Moi, ça a été toujours un aspect qui m'a attiré, mais je me suis dit, déjà, première chose, je ne reste jamais sorti d'école parce qu'il faut que je découvre le monde de l'entreprise avant. Et deuxièmement, je me suis dit, fais ta carrière comme si tu n'allais pas à la banque. Et si jamais à un moment tu as envie d'y aller, tu iras. Et finalement, j'ai eu envie assez tôt d'y aller. Mais ça n'a pas été du tout le cas de mon frère qui, lui, a 45 ans aujourd'hui et qui a fait 15 ans de private equity et 3 ans aussi de transaction services avant de venir nous rejoindre à la banque. Top. Merci beaucoup Marc pour ce partage d'expérience. Alors, on a plein de choses à se raconter. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça a déjà duré plus d'1 heure, donc on va diviser par 2 les sujets. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est que vous êtes un établissement bancaire qui a les mêmes contraintes que n'importe quel autre établissement bancaire, mais vous innovez, vous avez des super initiatives que je trouvais hyper intéressantes de mettre en valeur. Et justement, avant qu'on parle spécifiquement du venture loan, parce que c'était un petit peu l'objectif de notre discussion, j'aimerais un petit peu revenir sur l'histoire du groupe, l'histoire de la banque depuis sa création. Alors, on va peut-être pas faire toutes les étapes, mais un petit condensé depuis 1936. Et puis, cette proposition de valeur qui a quand même vachement évolué pour arriver à la proposition de valeur que vous avez actuellement en France. Exactement. Donc la banque a été créée par mon arrière-grand-père en 1936.
qui peut paraître un moment pas évident pour créer une banque, mais il avait, pour parler de la genèse, il avait une double carrière, une première carrière en tant qu'homme d'État. Il était chef de conseil, chef du cabinet de Clémenceau quand il était président du Conseil. Puis ensuite, il a eu une carrière de banquier où il était associé chez Lazare. Et il a combiné les deux quand il a créé sa banque, puisqu'il y avait un besoin qui était identifié par lui et par l'État pour fluidifier le marché monétaire. Et donc, il a créé la banque d'escompte, c'est comme ça qu'elle s'appelait à la création, pour faciliter le réescompte, donc les flux interbancaires. Donc ça a été notre activité principale, en tout cas de banque de marché, jusque dans les années 2000, où on a été maison de réescompte et puis spécialiste en valeur du trésor, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'État et le marché pour émettre les OAT, les obligations d'État. Ouais. Et donc on a participé à la création du MATIF aussi à l'époque, qui était le marché à terme. Excellent. Exactement. Et donc ça a été la grande partie de notre activité. En 58, pour faire très bref, on a fait une acquisition. L'anecdote est assez intéressante. On était au 2e étage de notre adresse au 13 boulevard Haussmann. Il y avait une banque au 3e étage. On allait les voir pour prendre le bail et ils nous ont dit prenez la banque. Donc on a pris. Donc c'est comme ça qu'on a racheté la banque, qui est devenue la banque Wormser Frères, qui était une activité de banque privée et qui jusque dans les années 2000 était une activité plutôt mineure dans le groupe, si on peut appeler. Il y avait 2 banques, donc c'était le groupe. Et en 2000, on va dire que la taille de notre bilan n'a pas suivi la taille de l'augmentation de la dette d'État, et le passage à l'euro nécessitait des capitaux propres trop importants pour rester spécialiste en valeur du trésor. Ouais. Donc on a eu le choix soit de s'adosser à un grand groupe et continuer l'activité de ce spécialiste en valeur du trésor, soit de rester indépendant mais d'arrêter cette activité. Et on a décidé de rester indépendant, donc on a laissé tomber 90... Courageux, dis donc. Très courageusement. Alors j'y étais pas, donc je me permets de le dire. C'était ton père à l'époque ? C'était mon père et mon grand-père qui étaient là, et ses frères aussi. Et donc ils ont décidé d'abandonner 90% de l'activité et de se recentrer sur donc, la banque Wormser Frères et l'activité de banque privée. D'accord. Donc ça a été en 2000. Donc activité dépositaire, gestion de fonds, principalement. Exactement. Donc on avait et donc ça nous amène à l'activité de la banque aujourd'hui, qu'on a beaucoup développée depuis 25 ans maintenant, depuis que c'est notre cœur d'activité, où on accompagne nos clients en tant qu'établissement de crédit, à la fois sur des aspects de financement, donc on fait du crédit immobilier, crédit aux entrepreneurs, crédit aux entreprises, et du placement. Donc on accompagne nos clients en gestion de fortune avec l'idée qu'on travaille notamment beaucoup avec les entrepreneurs pour leur offrir une offre globale, un accompagnement global avec d'abord du conseil, de l'ingénierie patrimoniale, et puis ensuite on va les accompagner sur l'actif, sur le passif. On va les accompagner d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, le tout avec un seul point de contact. Super, bravo. Alors la question que je me pose, et je me gratte toujours la tête, c'est comment est-ce qu'on arrive à innover quand on sait, toi et moi, moi venant du même milieu bancaire que toi, à quel point les exigences sont extrêmement lourdes et de plus en plus depuis les années 2000 dans le secteur financier et en particulier dans la banque privée. Et comment est-ce que vous parvenez à innover ? Comment vous avez fait évoluer vos modes opératoires pour toujours innover, que ce soit pour vos clients ou créer de nouvelles activités ? On reviendra après dessus. Il y a un point qui est clé chez nous, c'est que l'innovation a toujours été dans notre ADN, quelles que soient les générations, quelle que soit l'époque, on va dire. Et donc, on essaie toujours de faire rimer tradition et innovation, qui peuvent paraître des mots antagonistes, mais qui ne le sont pas, puisqu'on a justement cette tradition de l'innovation à la banque. Et on l'a parce qu'on a chez nous une banque qui est vraiment à taille humaine. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 collaborateurs. Et donc, on a une agilité extrêmement forte, des circuits de décision qui sont très courts, et des professionnels qui sont polyvalents, talentueux et avec un niveau d'expérience et d'expertise très fort. Et donc, quand on décide de lancer une nouvelle activité, on se met autour de la table avec l'ensemble des collaborateurs, exactement, parce que presque tout le monde, mais on va dire, en tout cas les directeurs déjà, et puis ensuite les autres. Et on va essayer de trouver la meilleure solution pour créer ça. Et c'est aussi une obligation pour nous, parce que
On est dans un univers bancaire qui est extrêmement concurrentiel, avec des tout petits concurrents qui représentent à eux 6 95% du marché. Et donc nous, on est vraiment tout petit par rapport aux grands établissements bancaires. Et donc pour survivre, il faut qu'on trouve des niches et il faut qu'on trouve des moyens de traiter le mieux possible des sujets qui sont peu ou mal traités par les grandes banques. Et donc c'est par l'innovation qu'on va y arriver. Top, hyper pratique. Alors, quand on s'était parlé la dernière fois, tu m'avais fait état de particulièrement deux partenariats que vous avez fait avec Lendix, qu'on connaît tous sous le nom d'October, et Saga Corp. Quand je veux parler aux gens de Manager One, ça va tout de suite leur parler. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi est-ce que vous avez travaillé ou vous travaillez avec ces fintechs et comment le rapprochement s'est fait. Parce que très franchement, vu de l'extérieur, on ne voit pas encore le lien entre la banque privée et la fintech. Tout à fait. C'est vrai que le lien peut paraître surprenant. Ouais. Nous, on a vu donc l'émergence de la fintech arriver assez tôt, comme tous les autres acteurs bancaires qui étaient imprégnés dans ce milieu-là. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de trouver notre place là-dedans. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été menées, qui ont évolué dans le temps, mais il y avait des grands groupes qui ont eu une stratégie plutôt d'acquisition, en attendant qu'il y ait des belles fintechs qui arrivent pour les intégrer dans leur groupe. Il y a eu des stratégies comme Arkea qui étaient plutôt au service des fintechs, qui avaient la double stratégie puisqu'ils ont fait aussi pas mal d'acquisitions. Et nous, on n'avait ni les capacités de racheter des fintechs, ni les capacités d'avoir un back-office énorme pour traiter l'ensemble des opérations des fintechs, mais on avait cette agilité et cette expertise. Et donc, on a rencontré l'équipe, Olivier Goua et son équipe avant le démarrage de Lendix à l'époque, et il est venu nous voir parce qu'il avait un besoin très précis, réglementaire, qui était que October est une plateforme qui prête aux entreprises. Il y a les particuliers qui prêtent, mais il y a aussi des institutionnels qui prêtent aux côtés des particuliers. Et ils avaient besoin d'une banque pour émettre ces crédits-là pour le compte des institutionnels. Et donc on a fait un rendez-vous avec l'équipe d'Olivier Goua. Ils sont arrivés dans nos bureaux et à la fin du rendez-vous, on s'est serré la main, on s'est dit on y va. Et donc ça, agile. Voilà, agile. Et après, vous avez géré que la conformité chez vous. Exactement. Et donc, mais il y avait une super équipe en face, des professionnels de très grande qualité. Et c'est ça qui nous a plu aussi, avec un projet ambitieux. Et donc, on avait un triple rôle au départ avec October. On avait un rôle donc opérationnel dans leur chaîne. On avait un rôle de prêteur. On a été le premier institutionnel à s'engager justement à prêter aux côtés des particuliers. Ouais. Et un petit rôle actionnarial, mais là qui est vraiment limité par rapport aux autres investisseurs. D'accord. Et donc ça, on a fait ce partenariat. On a eu le partenariat opérationnel. Ils ont trouvé un autre moyen au bout d'un moment parce que la réglementation a évolué, donc on n'avait plus ce partenariat opérationnel, mais on a continué à être prêteur et actionnaire d'October. Donc c'est comme ça qu'on est intervenu. Et notre objectif, c'est aussi de rester extrêmement au courant et vigilant de l'ensemble de l'innovation, puisque justement il faut qu'on innove et il faut qu'on soit au courant, et le meilleur moyen de mettre les équipes et nous-mêmes dans le bain de l'innovation et dans le bain des fintechs, c'est de participer à des projets. Top. Et Manager One, ça s'est passé à peu près pareil. Manager One, en revanche, toi tu es co-founder, vous êtes co-founder. Alors, notre rôle est beaucoup plus important dans Manager One qu'il l'a été dans October. Manager One, donc le cofondateur, c'est Adrien Toiti. Adrien Toiti avait créé plusieurs entreprises en tant qu'entrepreneur tech, plusieurs succès qu'il a revendus, et il s'est dit j'ai un gros pain point, c'est la gestion de mon compte courant d'entreprise. C'est une catastrophe, ça me prend du temps, c'est pas intuitif, et donc il s'est dit moi je sais créer la plateforme. Je sais aller chercher les clients, puisque ça c'est deux choses que j'ai déjà fait, mais le métier de banquier, je ne sais pas le faire et je ne veux pas le faire. Et donc, au moins c'est clair. Voilà. Et donc il est allé voir toutes les banques, et les banques lui ont dit
monte d'abord ta banque et puis tu viendras nous voir après. Mais il a dit Facile. j'ai besoin de vous pour la monter, donc ça ne marche pas. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En plus c'était au moment où justement notre implication opérationnelle dans October s'arrêtait. Et donc on s'est dit que ça pourrait être une bonne occasion de travailler ensemble. Mais là notre rôle est beaucoup plus important puisqu'on a co-créé Manager One, puisque lui s'occupe de la partie IT et de la partie acquisition client et ses équipes. Mais la banque Wormser, c'est elle qui tient les comptes. Donc en fait, un client Manager One, c'est un client de la banque Wormser, même si c'est deux marques différentes. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est bancaire, donc le KYC, donc l'entrée en relation, la conformité, qui est un aspect aussi très important, et l'ensemble des flux bancaires. Top. Et vous avez vocation à développer d'autres partenariats ou ça, pour le moment, ça reste comme ça et... On reste une équipe à taille humaine et comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas se permettre d'avoir 1000 projets en même temps. Donc là, le projet Manager One est un projet qui nous prend énormément de temps et d'équipe. C'est une activité qui a pris énormément d'ampleur depuis la création. Au sein de la banque et donc on est focus sur ce projet-là. Il n'y a pas d'autres projets, en tout cas de partenariat de FinTech qui est prévu dans le court ou moyen terme, et surtout Manager One, c'est un projet dans lequel on souhaite s'inscrire. D'accord. Il y avait aussi un partenariat avec Mocaker. Alors Mocaker, on est... Je ne sais pas si vous êtes juste... s'ils sont juste intervenus auprès de vos équipes. On est client Mocaker en effet, donc on a dans l'objectif dans notre plan RSE global, dont on pourra peut-être parler plus tard, on avait tout un pan qui est sur le développement personnel et professionnel de nos collaborateurs, et donc sur le traitement des risques psychosociaux, on a un partenariat avec Mocaker qui permet à nos collaborateurs d'avoir accès à leur plateforme et de gérer au mieux ces risques-là. D'accord, top. Alors, quand je t'ai contacté, j'avais une idée derrière la tête, parce que j'avais fait un petit peu le tour de pas mal de monde pour parler de Venture Loan. Et il y a quand même quelques personnes qui m'ont pointé vers toi, particulièrement pour en parler, parce que vous avez, chez Bank Wormser, été un des premiers acteurs en banque privée à partir sur ce créneau de la Venture Debt ou Venture Loan, qui est vachement plus développé dans les pays anglo-saxons, si je ne suis pas tout à côté de la plaque, qu'en France et puis plus globalement en Europe. J'aurais aimé peut-être que tu reviennes sur les avantages et puis le fonctionnement. Donc les avantages pour une banque qui va proposer ça à ses clients, pour les clients bien sûr, et puis comment ça fonctionne concrètement. Alors, le Venture Loan, en effet, on est parti de ce qui existait dans le monde anglo-saxon pour couvrir un manque, puisque ça n'existait pas ou quasiment pas en France, puisque les seuls acteurs qui intervenaient en France étaient des acteurs justement anglo-saxons qui venaient en France. On a une vision du Venture Loan. Le Venture Loan, c'est la définition assez simple, c'est prêter à des startups, mais il y a plusieurs sortes de Venture Loan. Il y a deux grandes catégories, si on peut dire. Il y a la catégorie Bridge to Equity et la catégorie Bridge to Profitability. Donc la catégorie Bridge to Equity, l'idée c'est de dire je vais venir en amont d'une levée de fonds et je serai remboursé par la levée de fonds. La catégorie Bridge to Profitability, c'est de dire je vais prêter à la startup qui est proche de la rentabilité et elle va me rembourser. En tout cas, l'analyse que je vais faire, ça va être qu'elle va me rembourser par son activité. D'accord. Nous, on est parti sur cette deuxième modèle, qui est un modèle plus proche de notre ADN de banquier, on va dire. Ouais. Et la grosse différence avec un prêt bancaire, c'est qu'au lieu de se baser sur des résultats passés, on va se baser sur les prévisions, parce que si on se base sur les résultats passés, il n'y a aucune capacité de remboursement, évidemment. La façon dont on fait le Venture Loan, c'est un prêt qui est sur 4 ans avec 1 an de franchise en capital. Donc l'entreprise paye uniquement des intérêts pendant 1 an, puis ensuite 3 ans d'amortissement, capital plus intérêt. D'accord. Les entreprises qui sont éligibles, il faut qu'elles aient au minimum 1 million d'euros de marge brute, qu'elles soient en très forte croissance et soit qu'elles viennent d'atteindre la rentabilité, soit qu'elles l'atteignent sous 12 mois maximum, justement, date de la fin de la franchise en capital. D'accord. Et donc pour vos clients, ça génère du rendement, tout simplement ? Alors, nos clients, on a 2 types de clients, puisqu'on a les emprunteurs et les investisseurs. C'est ça qui est intéressant. Pour l'emprunteur, ça a beaucoup d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages parce que c'est un mode de financement qui est non dilutif. Ouais. Et on sait à quel point c'est important de pouvoir garder une part importante du capital dans son entreprise. C'est un mode de financement qui peut se mettre en place relativement rapidement, généralement un peu plus rapidement qu'un investissement en equity.
Donc ça, c'est des avantages qui sont très importants pour les entrepreneurs. On a des use cases, des cas d'usage qui sont assez fréquents, notamment une entreprise qui a levé plusieurs millions d'euros en série A, par exemple, qui en a dépensé une bonne partie, qui est proche de la rentabilité et qui se dit c'est peut-être pas le bon moment d'aller faire la série B à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais par contre, je vais faire un venture loan, continuer ma croissance et me retrouver dans les meilleures conditions, soit pour autofinancer ma croissance, soit pour faire une levée et changer d'échelle. Et les avantages pour l'investisseur, ils sont aussi très intéressants parce qu'on se retrouve avec un profil risque, rendement et liquidité qui est assez unique. Les taux d'intérêt sont relativement élevés. Aujourd'hui, on prête à Euribor plus 8. Ah ouais. On a une rémunération variable aussi, en fonction de une prime de succès. Donc ça peut aller au-delà. Nous, notre fonds, il est nos venture loans sont contre-garantis soit par la BPI, soit par le FEI. C'est-à-dire quand tu dis contre-garantie ? C'est-à-dire que si on prête 2 millions à une entreprise, qu'elle nous en a remboursé 1 million et qu'elle fait faillite, on a 1 million de pertes. À ce moment-là, on va voir FEI, BPI et on leur dit vous me donnez 50%, selon les critères des contrats, vous me remboursez 50%, donc on récupère 500 000 en plus. Incroyable. Donc le profil de risque est assez intéressant parce qu'en plus l'entreprise paye des intérêts dès le départ et ensuite va commencer à rembourser. Donc si l'entreprise ne fait pas faillite dans les prochains mois après le venture loan, ce qui normalement n'est pas le cas puisqu'on vient de lui injecter de l'argent, elle va nous payer des intérêts, elle va rembourser un peu de capital, on a en plus la garantie. Donc on a un risque de ne pas rendre l'argent qui est très faible et donc même si on a un ou deux dossiers en défaut, ça ne met pas en difficulté le fonds, loin de là. Et en plus, il y a un côté liquidité qui est intéressant puisque les fonds de private equity que tu connais bien, il y a une période d'investissement de 5 ans, puis une période de désinvestissement de 5 ans. Donc on commence à mettre l'argent au fur et à mesure et puis on le récupère au bout de 10 ans. Donc ça peut être gênant. Là, nous, on a une période d'investissement de 2 ans qui est plus courte. Et en plus, vu que c'est des prêts qui sont remboursables, très rapidement, l'argent est retourné dès la 3e année. Top. Au bout de la 4e, le capital est rendu totalement et ensuite, c'est la plus-value. Et alors, comment tu positionnes cette offre-là dans un marché complètement encore d'ailleurs balbutiant, je trouve. J'ai l'impression, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais dans le VC, il y a très peu de VC qui commencent j'en vois quelques-uns qui commencent à créer des fonds de dette, mais c'est pas encore très développé. Donc, comment est-ce que tu parviens à positionner ton offre ? C'était il y a combien de temps ? Il y a 6 ans que vous avez lancé ça à peu près ? On a lancé ça en 2014-2015, donc 7 ans déjà. Alors, on a eu un gros travail d'évangélisation puisque le produit n'était pas connu ni des VC, et encore moins des entrepreneurs. La réaction que tu as eue sur « Oula, c'est cher, le taux d'intérêt », on l'a très régulièrement. Pour autant, la réponse qu'on donne à chaque fois, c'est quel est le coût du capital que tu vas avoir à la place. Bien sûr. Et ça, il y a une éducation financière à faire. Donc, il y a déjà faire connaître la banque, faire connaître le produit, faire de l'éducation financière. Donc ça fait 7 ans qu'on travaille dur pour mettre en place ce produit-là parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas courant aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Et encore pas maintenant, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si tu as des chiffres sur le marché, mais je trouve que c'est encore un marché qui est hyper balbutiant. Non, aujourd'hui en France, on est quasiment le seul acteur. Il y a quelques initiatives qui peuvent se rapprocher plus ou moins de ce qu'on fait. Il y a un fonds qui a été créé par Isaïe qui n'a pas commencé, qui va bientôt commencer à investir, qui a d'ailleurs recruté deux de tes anciens collaborateurs. Un de mes anciens collaborateurs avec qui j'ai monté l'activité. C'est de bonne guerre. Et donc, à part ça, non, les chiffres sont très, très... Enfin, il y a essentiellement nous. Après, il y a une petite initiative de Raise, mais via leur partie Raise Sherpa. Donc c'est je savais pas. D'accord. Mais c'est que jusqu'à 500 000 euros. Et nous, on commence à 500 000 euros, donc on est plus complémentaire qu'autre chose. Donc non, les produits qui sont plutôt en concurrence avec nous, s'il y en a, ça va être l'equity, souvent. Parfois des obligations convertibles, ce qui n'est pas exactement ce qu'on fait non plus. Voilà. Top. Alors les clients que vous avez, parce que moi j'en connais certains, je sais pas, je pense à Participe, tu pourrais nous dire à peu près combien vous avez fait en termes de deals ? On a fait 30 deals depuis la création, avec une accélération très forte depuis 1 an et demi, puisqu'on a fait 12 deals sur les 18 derniers mois.
Donc là, on a pour objectif d'accélérer fortement. On a augmenté nos tickets, on va jusqu'à 4 millions d'euros et le but, c'est de faire un peu plus d'une dizaine de dossiers par an sur les prochaines années. Vous avez combien de dossiers qui vous parviennent ? On a plus d'une centaine de dossiers par an, 150 dossiers par an. On a un taux de sélection qui est très fort. Déjà à l'entrée, en disant par rapport aux 3 critères que j'ai évoqués, il y en a beaucoup qui ne passent pas. Oui. On a beaucoup d'écrémage sur la partie profitabilité, puisque tous les modèles qui sont des modèles où il y a beaucoup de cash burn, c'est des modèles qu'on ne pourra pas regarder. Bien sûr. Et ensuite, il y a les différentes étapes jusqu'au comité et à l'acceptation. Marc, je suis toujours intéressée de parler de private equity. C'est pas mon dada, mais j'aime beaucoup. Quand j'étais en gestion de fortune, il y a un petit temps déjà, il y avait quand même une part minoritaire d'actifs qui étaient investis dans les portefeuilles, dans les private equity, généralement au travers de fonds de fonds. Comment est-ce que vous abordez cet aspect-là de diversification du portefeuille vers des actifs non cotés ? C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment avec l'arrivée de mon frère Julien, qui avait fait 15 ans en tant qu'associé dans un fonds de private equity. Et l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'offrir à nos clients des conditions relativement similaires d'accès à celles des institutionnels dans l'univers du private equity. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner pour eux des fonds, mais avec une palette très large de fonds dans lequel on va pouvoir les faire investir à partir de montants relativement limités et en sélectionnant à chaque fois les meilleures équipes dans chacune des thématiques. Et on a fait aujourd'hui un partenariat, des investissements dans plus d'une vingtaine de fonds différents et nos investisseurs nos clients peuvent investir dans chacune des thématiques et dans chaque thématique, il y a entre 3 et 5 fonds. Donc c'est structuré en fonds de fonds ? Exactement. Ouais. Donc c'est des fonds de fonds thématiques. Okay. On a un fonds de fonds sur le LBO en Europe, l'LBO monde, infrastructure, santé, impact et technologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces fonds, donc on en a plus d'une vingtaine dans lesquels on est investi aujourd'hui, ils nous proposent de faire des co-investissements avec eux. D'accord. Et donc on propose à nos clients de pouvoir investir en direct dans des fonds, dans des opérations de private equity, qui sont des opérations parfois à plusieurs centaines de millions, voire à plusieurs milliards, et d'investir des tickets relativement limités sur des deals qui sont totalement inaccessibles, même pour certains institutionnels. Et comment vous accédez à ces gérants qui sont généralement sursouscrits ? C'est un gros travail qu'on a fait. On a l'expertise évidemment de Julien, mon frère. On a recruté Thomas Drieux, dont c'était le métier à la Caisse des dépôts et consignations. Il allait chercher des fonds de manière internationale. Et donc, c'est en faisant un travail de porte-à-porte, de sélectionner les meilleurs, qu'on a réussi à mettre un pied dans la porte de très beaux fonds, que ce soit des fonds européens comme Apax, mais aussi des fonds américains aussi. On a notamment investi récemment dans un fonds qui s'appelle The Rise Fund, qui est un fonds géré par TPG, qui est le leader mondial de l'investissement à impact. Top. Mais alors, comment vous permettez d'accéder à ces fonds-là sans les tickets minima généralement Alors, il y a quand même un ticket minimum qui est à 100 000 euros par investisseur. Mais par investissement et investisseur. Mais quand on est... quand nous on gère des portefeuilles qui peuvent évidemment monter très haut, mais on commence à quelques millions d'euros. Et en effet, on peut se dire que c'est intéressant de mettre une poche de 300, 500, 1 million d'euros en private equity. Mais si on va voir directement les fonds d'investissement, déjà, ils nous disent pour rentrer, il faut mettre 5 millions minimum. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est impossible de rentrer dans le fonds et en plus, c'est impossible de diversifier. Mais avec des investissements à 100 000 euros pièce, on peut avoir un portefeuille diversifié. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. C'est de proposer à nos clients pas juste d'investir opération par opération, mais de construire avec eux par un mandat de conseil un portefeuille diversifié à la fois en termes de géographique, en termes sectoriels et en termes de maturité. C'est la clientèle professionnelle dans ce cas-là, parmi vos clients. C'est la clientèle. En fait, c'est des clients qui, la plupart, connaissent le secteur. Donc, c'est ce qu'on appelle les acteurs de la finance et du conseil. Donc, ça peut être des acteurs du private equity. Il faut un opt-out. C'est ça. Non, mais ça peut être aussi des cabinets de conseil, ça peut être des avocats, du M&A, ça peut être Transaction Services, ça peut être aussi d'autres clients, d'autres acteurs qui connaissent cette classe d'actifs, mais ça peut être aussi des clients qui ne connaissent pas forcément cette classe d'actifs, mais qui ont un patrimoine conséquent et souhaitent diversifier. D'accord. Et dans ce cas-là, vous investissez comme nomini dans les fonds ? Techniquement ?
En fait, on crée des fonds de fonds, on crée des fonds qui investissent eux-mêmes dans les fonds. D'accord. Et nos clients sont dans ces fonds-là. Ça marche, c'est très technique. Avant de clôturer l'épisode, j'aimerais juste, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, que tu nous parles un petit peu de la politique ESG que vous avez chez Wamsa. Oui, tout à fait. On a, dans le cadre de notre stratégie, donc sur la partie, là j'ai parlé de la partie chiffrée, mais il y a un autre axe qui est important, c'est justement sur la responsabilité sociale de la banque. Ouais. Et donc là, on a développé un plan relativement assez ambitieux sur 4 piliers. Le premier, c'est d'essayer de devenir un acteur de référence sur la finance durable, donc sur l'ensemble des produits, que ce soit du crédit, du placement. On va essayer de prendre en compte les critères ESG et d'aller plus loin en proposant des prêts à impact, des venture loans à impact, des fonds d'investissement à impact. On a parlé du développement personnel et professionnel des collaborateurs, qui est un autre pilier sur lequel on travaille beaucoup. Le troisième pilier, c'est la philanthropie, sur lequel on a structuré toute une équipe et impliqué un maximum de collaborateurs en ayant quelques éléments assez intéressants, notamment le matching fund qui permet à tout collaborateur de nous proposer, de dire qu'il a fait un don dans une association quelle qu'elle soit, et la banque va abonder à l'euro auprès du collaborateur. Et vous allez créer une fondation aussi ou pas? Non, pas encore. Ah, Pourquoi pas? étape. Pourquoi pas? Voilà, on travaille aussi avec des associations liées à l'entrepreneuriat social, avec H-Up ou Les Déterminés, qui sont 2 associations très intéressantes. Et le dernier sujet, c'est de promouvoir la finance durable et de communiquer sur l'ensemble de ces sujets-là. Et donc, c'est une stratégie qu'on est en train de développer et qui est un axe très important pour nous. Et les deals viennent de qui? Des fonds de VC qui entendent parler? Non, on va pas dire. D'accord, ok, on va pas dire. Non, c'est une bonne question. Le gros de notre deal flow, et le deal flow de plus grande quantité et de qualité, c'est notre réseau. Ouais. Donc c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est tout le travail qu'on a fait depuis 7 ans. Donc ça, c'est vraiment une grosse source de deal flow. Et c'est souvent les entrepreneurs qui ont eu affaire à nous qui en parlent à leurs confrères. On a d'autres entrepreneurs qui viennent. On travaille aussi avec des leveurs de fonds qui d'habitude lèvent de l'equity, mais qui peuvent avoir intérêt justement à dire à une entreprise, c'est peut-être pas le moment de faire ta levée maintenant, va faire du venture loan, reviens me voir dans un an, ce qui lui permet lui de sécuriser un dossier plus intéressant, plus à faire dans les 12 mois qui suivent. Et de temps en temps, ça nous arrive aussi d'avoir quelques dossiers qui viennent de VC. Top. Alors vous avez annoncé récemment une acquisition. J'aimerais peut-être que tu nous en parles. Vous avez une stratégie de build-up derrière la tête ou pas du tout? Alors, je te fais rentrer dans les détails. Oui. On a repris la direction générale avec mon frère il y a 2 ans maintenant. Et le but, ça a été pendant ces 2 ans de construire la stratégie sur les 5 ans à venir. Donc on a commencé par redéfinir nos valeurs, redéfinir nos forces, nos faiblesses, notre univers concurrentiel, notre positionnement. Et on a abouti à une stratégie. Donc aujourd'hui, elle se concrétise en chiffres. On avait jusqu'au mois dernier 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, donc c'est la partie gestion de fortune. Et l'objectif, c'est d'ici 5 ans de passer à 1 milliard. D'accord. Et on a 3 leviers qu'on va activer. Un premier levier qui va être sur l'offre. Donc c'est là-dessus où on travaille justement à créer des nouveaux produits. On a beaucoup... on n'en a pas parlé, mais on a créé une offre de private equity qui est assez intéressante pour nos clients en placement. On a créé donc Love Venture Loan qui est disponible pour nos clients en placement. On a beaucoup travaillé sur la finance durable où on crée des nouveaux produits aussi à impact et durable. Donc ça, c'est un premier levier. Deuxième levier, c'est la structuration de l'équipe commerciale. On a recruté récemment l'ancienne directrice commerciale de chez Autingre qui avait une grosse équipe sous elle, et donc son but, ça va être de structurer toute l'équipe et de nous permettre de monter en puissance. Et le troisième et dernier levier, c'est la croissance externe. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait cette acquisition le mois dernier, qui nous a apporté déjà 100 sur les 500 qui nous manquent pour arriver au milliard. Donc c'était quoi? C'était un CGP? Donc non, c'est vraiment une société de gestion qui intervenait uniquement sur le marché coté, enfin sur les marchés cotés, qui faisait à la fois de la gestion sous mandat et de la gestion collective. D'accord. Et cette acquisition va nous permettre d'augmenter la taille de nos fonds pour atteindre des seuils, va nous permettre sur la clientèle de cette société de gestion de pouvoir leur offrir une gamme beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient auparavant, donc de pouvoir la développer. Et ils ont aussi une activité d'épargne retraite, épargne entreprise qu'on n'avait pas avant. Et donc on va pouvoir offrir à nos clients.
Top. Et alors, vous avez envie de partir à l'international ou pas? On est voilà. Il y a plein de choses à faire ailleurs. On ne se refuse rien, mais on a déjà beaucoup de choses à faire en France. On reste un acteur à taille humaine et le but, c'est quand même de croître et il y a de la place pour le faire en France. Top. Ouais, il y a du boulot. Merci Marc, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!